Donc moi c'est Marion Fiche de l'OP Pêcheurs de Bretagne et je serai là pour vous présenter plus particulièrement le programme Sail Select. Je serai pour ça accompagnée de Guénel Le Floch à ma gauche, donc patron du navire Damoclès. Sur scène avec moi j'aurai aussi Thomas Rimaud de l'Aglia qui vous parlera des programmes Redresse et Surtine et qui sera accompagné pour ça de Thierry Evin, patron du navire Quentin Grégoire au Croisic. Et enfin, Gaël Lavial de l'OP Cros-Brenner vous présentera le projet Regem Select avec Benoît Le Guen, patron du navire L'Écume des Jours. Alors, pour commencer, on va vous faire un petit rappel du contexte de pourquoi ces projets ont été menés. Donc en fait, ils ont été lancés dans un contexte d'obligation de débarquement qui est une des nouvelles mesures de la nouvelle PCP. Face à cette contrainte, les pêcheurs avaient deux solutions. La première, c'était effectivement de ramener les captures indésirées à terre, avec toutes les conséquences induites que ça pouvait entraîner. Donc, à savoir une modification de l'équilibre des écosystèmes, puisqu'en fait, les captures qui autrefois étaient rejetées et remises en mer et donc réintégrées dans l'écosystème vont maintenant être potentiellement ramenées à terre. Également, des arrêts précoces et prématurés d'activité, avec des fermetures de quotas anticipées, puisque les captures indésirées qui seront ramenées à terre pourront être décomptées des quotas. C'est aussi du travail supplémentaire de tri à bord des bateaux, de devoir conditionner et trier ces captures qui autrefois étaient rejetées et de devoir les ramener à terre. C'est du travail de conditionnement supplémentaire pour les équipages, avec des contraintes de stockage à bord des bateaux qui actuellement ne sont pas forcément conçus pour stocker ces captures indésirées. Et enfin, se pose aussi la question de ce qui va être fait à terre de ces captures ramenées, de ces captures indésirées ramenées, puisque jusqu'à présent, il n'existe pas de filière de valorisation et de traitement de ces captures. Donc, se poser cette question. À côté de cette solution, il y avait aussi une possibilité, l'inverse, c'était de pouvoir continuer à améliorer les pratiques et les stratégies de pêche et les engins de pêche pour, plutôt que de ramener ces captures inter, ne pas les pêcher dès le départ. Et donc c'est ce qu'ont choisi les professionnels en s'impliquant dans des programmes de sélectivité, donc les programmes que nous allons vous présenter. Donc une autre manière de formuler ça, c'est de dire que les professionnels ont choisi de trier sur le fond plutôt que sur le pont, afin de privilégier l'alimentation de la population en produits de qualité plutôt que de fournir les filières des farines de poisson. Donc les objectifs, quand on travaille sur la sélectivité, les objectifs sont de pérenniser les activités de pêche en préservant les ressources halieutiques et les écosystèmes marins, d'assurer l'approvisionnement alimentaire avec des produits de qualité et de proposer des mesures techniques efficaces, opérationnelles, qui permettent d'assurer la viabilité économique des entreprises de la filière. Il faut bien rappeler qu'on n'a pas attendu l'obligation de débarquement, les professionnels n'ont pas attendu l'obligation de débarquement pour travailler sur la sélectivité. Et la sélectivité, c'est déjà une réalité au quotidien pour différentes flottilles proches de nos côtes. Donc, par exemple, dans le golfe de Gascogne, depuis plusieurs années déjà, il y a des dispositifs qui sont obligatoires, donc réglementaires. Donc, par exemple, pour les pêcheries de langoustines, on a le panneau de maille carrée merlu qui est obligatoire, et également 4 dispositifs au choix pour laisser échapper les langoustines. Et dans mer Celtique, on a aussi la réglementation qui, depuis 2012, impose le panneau de maille carrée, donc qui est obligatoire en mer Celtique. Donc, les 3 projets que nous allons vous présenter donc sont portés par différents organismes et donc ont lieu dans différentes zones, mais ils sont complémentaires en fait les uns par rapport aux autres. Donc le premier qui sera présenté, c'est le projet Sail Select, qui concerne les chalutiers hauturiers de mer Celtique et qui a été porté par l'OP Les Pêcheurs de Bretagne. Ensuite, Gaël présentera le projet Regem Select, qui concerne les chalutiers de fond hauturiers plutôt en Manche et mer Celtique. Ouais, une partie de la mer Celtique. Et Thomas, lui, présentera le projet Redresse, qui donc, initialement avait pour ambition de travailler sur différents métiers, mais c'est principalement porté sur le chalutier de fond du golfe de Gascogne. Donc chalutier de fond à poissons et langoustines.
Donc pour ces 3 projets, il est important de noter que nous avons le soutien et le partenariat scientifique de l'Ifremer qui était impliqué donc, dans ces 3 projets, et également un soutien financier de la part de France Filière Pêche et des régions des façades atlantiques concernées. L'objectif aussi de ces 3 projets était un peu commun, c'était d'essayer de montrer et de trouver par métier ce qui était possible de faire en termes de sélectivité et les dispositifs qui pouvaient marcher ou ne pas marcher, mais aussi d'étudier le coût socio-économique de ces différents dispositifs, puisque quand on travaille sur la sélectivité, on essaye de réduire les rejets, mais potentiellement ça peut aussi entraîner des pertes au niveau des captures commerciales. Donc l'idée c'était un peu de comparer ces gains et ces pertes pour étudier un coût socio-économique. Mais le but principal quand même, c'est de réduire les captures indésirées, donc ce qu'on appelle les rejets, donc en trouvant des solutions techniques, donc les dispositifs sélectifs. Alors pourquoi ça ? Premièrement parce que ça n'intéresse personne de pêcher des captures indésirées et de devoir les rejeter en mer. Que surtout ça n'intéresse pas les pêcheurs de devoir les ramener à terre. Et aussi parce que travailler sur la sélectivité, en plus d'éviter les rejets, ça peut avoir des effets positifs sur les stocks et sur la ressource. Voilà. Donc pour commencer, je vais vous présenter le projet Selselec, qui est le projet porté par les pêcheurs de Bretagne et qui concerne les chalutiers hauturiers de mer Celtique. Donc les métiers concernés, donc comme je disais, c'est les chalutiers hauturiers de mer Celtique et Manche Ouest. Ça représente environ 200 navires, donc principalement bretons, qui ciblent soit les gadidés, donc cabillaud, marlan, aiglefin, ou alors plutôt les espèces benthiques comme baudroie, cardine, raie. Donc ces projets s'est déroulé sur 3 ans, de début 2014 à fin 2016, pour un budget total d'environ 1,1 million d'euros. Donc les objectifs, comme je disais tout à l'heure, c'est bien sûr de réduire les captures non désirées, les rejets. Et pour les flottilles concernées par ce projet, elles sont de 3 catégories. Il y avait d'une part les juvéniles d'espèces commerciales, donc aiglefin, merlan, cabillaud, baudroie, cardine, raie, ou encore les espèces mal valorisées par ces pêcheries, donc chinchard, maquereau par exemple. Et enfin, des espèces qui peuvent s'avérer limitantes dans le cadre de l'obligation de débarquement au niveau de leur quota. Donc c'est le cas du sanglier pour lequel la France n'a pas de quota, ou du merlan bleu, de l'aiglefin ou du cabillaud. Donc pour cela, il y avait 3 dispositifs qui avaient été retenus initialement dans la phase de lancement du projet. Donc les mailles en T90 dans toute la partie terminale du chalut, le cylindre en maille carrée, donc qui reprend un peu le principe du panneau de maille carrée, mais qui fait tout le tour du chalut, et la grille à baudroie. Donc c'est le premier et le 3e dispositif sur lesquels on va s'intéresser plus particulièrement pour la suite, avec pour commencer les mailles T90 dans toute la rallonge et le cul du chalut. Donc le principe de la maille T90, en fait il s'agit d'une maille losange classique, mais qui est tournée quand elle est montée à 90 degrés. L'idée étant en fait de favoriser l'ouverture des mailles lors de la traction du chalut plutôt que la fermeture. Donc, comme le montre le schéma. Et donc pour ce dispositif, il a été testé par 2 bateaux, donc le Damoclès de Ganaël ici, et l'Antriskel. Donc vous pouvez voir sur la carte, là, chaque petit triangle correspond à une opération de pêche pour laquelle il y a eu observation par un observateur dans le cadre du programme. Donc ici, c'est plutôt Ouest-Bretagne. Donc les résultats pour ce dispositif sont très concluants, avec une réduction des rejets, toutes espèces confondues, en moyenne de 40 à 50%, donc ce qui est vraiment très intéressant. Et avec plus particulièrement des très grosses réductions sur le sanglier, donc l'espèce dont je vous parlais tout à l'heure, pour laquelle la France n'a pas de quota, mais qui potentiellement devrait être ramenée à terre dans le cadre de l'obligation de débarquement. Donc là, on a des grosses réductions de moins 75 à moins 85%. On a aussi de fortes réductions significatives sur le grondin, la petite roussette ou le taco, donc qui sont des espèces mal valorisées par ces pêcheries. Et enfin, on a aussi des réductions intéressantes, mais en fait, sur ces bateaux-là, les quantités n'étaient pas forcément suffisamment importantes pour qu'on puisse le démontrer significativement. Mais on a des réductions importantes sur les petits aiglefins, le merlu et le maquereau et chinchard.
Et ce qui est surtout très intéressant, c'est que à côté de ces réductions de rejet, on n'a pas de baisse significative des captures commerciales, excepté sur certaines espèces bien spécifiques, donc le rouget barbet, qui n'est pas forcément une espèce cible des flottilles concernées, et l'encornet, qui, elle, peut être une espèce cible, mais à des périodes bien précises. Donc l'idée pourrait être d'utiliser les mailles en T90 en saison classique et de changer de chalut pour la saison de pêche à l'encornet. Voilà, donc je vais laisser la parole à Guénaël pour qu'il vous donne son avis sur les tests qu'il a fait sur le T90 et qu'il continue d'utiliser d'ailleurs hors programme. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc j'utilise effectivement un chalut en T90. Je travaille en chalut jumeau. Donc j'ai un chalut qui est équipé d'un cul classique et j'ai un chalut qui est équipé en T90. Effectivement, comme sur la photo que vous voyez là, on le voit tous les jours, tous les 4 heures quand on vire, on voit cette différence, que ce soit pour les sarzotins, pour d'autres espèces, des petits grondins. Et donc le poisson est vraiment, il y a un tri qui s'effectue sur le fond. Les juvéniles ne sont pas pêchés ou en moins quantité. Le poisson qu'on pêche est beaucoup plus propre. L'équipage passe moins de temps à trier les parcs de chalut puisqu'il y a moins de rejets, il y a moins de poissons à rejeter, moins de sédiments aussi. Il y a énormément d'avantages. Il y a quelques inconvénients. Le coût, c'est quand même une grande pièce du chalut. On ne peut pas la fabriquer nous-mêmes, donc on est obligé de passer par un intervenant à terre, ça a un coût. Les réparations aussi sont un petit peu plus compliquées puisque les mailles sont à l'envers, travaillent à l'envers. Ça, c'est 2 inconvénients majeurs, mais il y a beaucoup d'avantages. Donc le tri, c'est capture le sarzotin, enfin le sanglier qu'on ne voit quasiment plus. Et d'autres espèces, le grondin, les maquereaux aussi filtrent bien, le chinchard. Le poisson qu'on pêche, qu'on commercialise aussi est beaucoup moins abîmé. La cardine, je pense beaucoup à la cardine qui est un poisson très fragile, qui est piqué avec les arêtes les nageoires dorsales des sarzotins sangliers et grondins, est beaucoup plus propre, donc on valorise aussi notre poisson de cette manière-là. D'ailleurs, je pense passer avec 2 chaluts en T90 dans les mois qui viennent pour voir si c'est jouable sur l'année, au long terme. Voilà, c'est à peu près tout, je pense. Merci. Et d'ailleurs, Guénaël n'est pas le seul à s'être équipé de T90. Depuis que le programme s'est terminé, on a d'autres bateaux qui n'avaient pas forcément participé aux essais qui se sont aussi équipés, donc preuve de l'intérêt de ce dispositif. Donc, je vais maintenant présenter un deuxième dispositif qui a été testé dans le cadre de ce programme, toujours. Donc c'est une grille, ce qu'on appelle grille souple, donc c'est une grille à beau droit. En fait, des grilles à beau droit avaient déjà été testées par le passé, mais posaient des problèmes au niveau de la manutention et de l'utilisation à bord, avec des difficultés au moment de l'enroulage, du passage sur les enrouleurs. Donc le gros du travail qui a été fait sur ce dispositif, ça a été de trouver à la fois un dispositif qui soit efficace en termes de sélectivité, mais aussi qui soit facile d'utilisation. Et donc l'idée qui a été soumise par les technologistes de l'Ifremer, c'était d'utiliser une grille complètement souple, faite en fait de tubes de cordage et de cordage. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, mais il faut imaginer des sections de tuyaux d'arrosage assemblées grâce à un cordage. Et donc cette grille, elle est montée avec un angle de 45 degrés dans le bas du chalut. Donc l'idée, c'est d'y laisser échapper les petites lottes, cardines ou raies donc par ces intervalles. Et donc cette grille, elle a été testée par le bateau Maine Brial. Donc vous voyez là dans les zones de pêche, donc c'est plutôt au sud-ouest de Parmar. Alors, les résultats sur ce dispositif sont moins spectaculaires que sur le T90, mais quand même encourageants. On a une réduction globale, toute espèce confondue, des rejets de l'ordre de 20%, avec notamment de grosses réductions sur des espèces auxquelles on ne pense pas forcément, mais donc, parce que ce sont des espèces non commerciales, donc comme le dragonnet lyre, la fausse limande ou les élédones. Donc là, on a des réductions de l'ordre de 50 à 60%. Alors, c'est vrai que ce n'est pas des espèces auxquelles on pense parce qu'elles ne sont pas commerciales, mais en fait, en termes de tri à bord et de qualité du poisson qui reste, c'est très intéressant.
On a aussi des réductions significatives sur les grondins, encornets, cardines, ou encore les petites recettes et tacos. Et après, on a des réductions, mais qui n'ont pas pu être démontrées faute de tonnage suffisant sur la sèche et le merlan. Et enfin, sur la baudroie, qui était l'espèce cible, donc les quantités, enfin la baisse des rejets sur les petites baudroies, pareil, on n'avait pas assez de tonnage pour pouvoir montrer qu'il y avait une baisse significative entre le chalut équipé de la grille et le chalut standard. Mais par contre, il y a quand même des échappements de petites baudroies, donc les petites baudroies de 10-20 cm, qui ont pu être démontrées. Et dans le même temps, on n'a pas de baisse, on n'a pas de différence sur les captures commerciales, excepté des petites pertes sur la sole, mais qui encore une fois n'est pas une espèce cible de la pêcherie en question. Alors le patron Frédéric Larand, qui a testé ce dispositif, n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais il m'avait fourni un petit témoignage. Donc ce qu'il en dit, lui, c'est qu'il était très satisfait de ce dispositif et qu'il envisageait d'ailleurs d'en utiliser une deuxième grille, donc de mettre son deuxième chalut, des chaluts jumeaux avec la grille, et éventuellement de la tester avec un espacement plus grand pour voir si ça pouvait être encore plus efficace. Il disait que la baisse des rejets était flagrante, notamment dans les zones où il y avait beaucoup de petites lottes, et que dans le même temps, il n'observait pas de pertes commerciales qui soient gênantes pour son exploitation, et que aussi il avait surtout pu constater une bonne amélioration de la qualité de ses captures, et donc une meilleure valorisation. Voilà, donc c'était la présentation du projet Cell Select. Je vais maintenant laisser la parole à Gaël et Benoît pour le projet Regem Select. Oui, donc bonjour à tous. Alors avec Benoît, on va vous parler du projet Regem Select. Donc, comme l'a dit Marion, qui visait des flottilles de chalutiers de fond hauturiers qui travaillent principalement en Manche Ouest, mais aussi en mer Celtique, plutôt à l'est de la mer Celtique, une partie de l'année. Et donc, juste en deux mots, pourquoi on a monté un projet sur des flottilles qui paraissent assez similaires aux flottilles qui ont été étudiées dans Cell Select. C'est avant tout parce que on a des flottilles qui pratiquent des métiers qui ciblent vraiment en particulier le merlan et l'encornet, qui sont deux espèces qui réagissent de manière très particulière de par leur morphologie à la sélectivité, et il fallait qu'on trouve des solutions assez fines pour ne pas avoir trop de pertes commerciales sur ces espèces notamment, sachant qu'elles font partie des 4 premières espèces de nos flottilles de chalutiers de fond en valeur. Donc le projet Regem Select en quelques mots, c'est un projet qui s'étale sur une durée de 2 ans et qui va bientôt se terminer au début de l'année 2018. Donc on est vraiment dans la phase de communication, on a quasiment tous les résultats sur ce projet. Donc la cible, je l'ai dit, c'est donc des chalutiers de fond hauturiers, et on a vraiment une flottille qui cible une diversité d'espèces très importante, que ce soit dans le courant de l'année, c'est-à-dire qu'il va avoir des pratiques saisonnières, aussi bien cibler le merlan et les céphalopodes en hiver en Manche Ouest, ou alors le Saint-Pierre et le merlu plus tard dans la saison, en été, au printemps. Donc on a décidé en fait d'identifier des problématiques bien particulières en fonction des saisons et des zones de pêche. Donc pour que vous compreniez bien les résultats qu'on va vous présenter, je vous ai fait ici un petit schéma pour vous dire comment on a procédé. C'est qu'on a en fait pour chaque saison et zone de pêche pratiquée par les navires, on a discuté avec donc les patrons, et sur la base d'études qu'on avait fait dans notre OP, on a bien identifié quelles sont les espèces qui sont ciblées et quelles sont celles qui sont indésirées et pour lesquelles il faudrait faire un effort de sélectivité. Et donc en ayant ciblé ce qu'on va appeler ces différents cas d'études, par exemple en Manche Ouest, les navires ciblent le merlan, les céphalopodes, la lotte, et en parallèle il faut éviter les petits merlans, les petits aigles fins, et par exemple les petits pélagiques ou le chinchard, le maquereau. Et donc on a fait des ateliers en partenariat avec l'IFREMER pour déterminer quelles seraient les solutions au niveau des engins de pêche, de la sélectivité qui seraient le plus appropriées. Donc les objectifs à terme, c'était bien sûr en fait de diminuer le taux de rejet, et pour cela il y a 2 composantes qui sont importantes. C'est à la fois diminuer les rejets, mais aussi ne pas diminuer les captures commerciales, puisque sinon on pourrait très bien se retrouver avec un taux de rejet qui augmente si bien sûr on ne pêche plus aucun poisson commercial et que des rejets.
Donc il y avait 3 questions qui étaient très importantes et qu'on a toujours gardé en fil rouge quand on étudiait les résultats. C'est est-ce que ça diminue les rejets, forcément? Est-ce que ça diminue les pertes commerciales? Et puis est-ce que le dispositif il est pratique à l'utilisation? La troisième question, on est toujours parti du constat en concevant qu'on essaierait d'avoir un dispositif plutôt pratique pour que les patrons puissent facilement et les équipages changer de dispositif dans l'année. Donc cette troisième question, elle tombe sous le sens. Donc en fait, je vais vous présenter aujourd'hui 2 cas d'études. On en a deux autres en cours dont on traite les données actuellement. Les 2 cas d'études que je vais vous présenter, en fait, c'est on va dire 2 fois le même problème, c'est-à-dire qu'on se situe sur une pêcherie. Donc vous voyez là sur la carte les points qui ont été les points des traits de chalut expérimentaux qui ont été réalisés. On se situe en plein dans la Manche Ouest, donc au sud de l'Angleterre. Et les navires travaillent ici principalement pendant l'hiver. Et donc là, ils vont cibler le merlan, la lotte, ce que je disais, la sèche, et donc l'encornet principalement, mais aussi beaucoup de divers. Et là, on avait surtout des problèmes de petits merlans. Donc le petit merlan, ça va dépendre un peu des pratiques des patrons, mais on va dire, l'idée c'était d'éviter jusqu'à la taille 40 commerciale. Et aussi l'aigle fin et dans une moindre mesure le maquereau et le chinchard. Et donc pour ça on a voulu tester 2 dispositifs sur le même problème pour essayer de voir lequel marcherait le mieux. Donc le premier ça a été mené par le navire Azur de l'armement Arquebrise qui a testé, donc là vous voyez sur la photo un très très grand, mais vraiment très grand panneau à mailles carrées sur la totalité du dessus du gorget. Avec un maillage à la jauge en 90 mm. Donc là, on s'est basé sur les travaux de l'Ifremer et peut-être notamment justement ce dont parlera Thierry Evin, puisque apparemment dans le Golfe, il y avait des bons résultats sur la maille carrée dans le gorget. Et sauf que là, on l'a testé donc sur des chaluts à très très grande ouverture verticale, c'est-à-dire avec beaucoup d'espace dans le chalut au niveau du gorget. Et donc voilà, on a eu les résultats suivants qui sont que sur la partie commerciale, c'est plutôt intéressant. On n'a vraiment aucune différence significative. Le chalut sélectif aurait peut-être même un petit peu mieux pêché parce que je ne l'ai pas précisé, mais nous on est sur un protocole entrée alternée. Donc le patron met d'abord le chalut avec le dispositif à l'eau, puis ensuite le chalut standard à l'eau, puisqu'on n'a pas de chalut jumeaux. Et donc en revanche sur les rejets, on a quand même observé des petites différences sur le merlan notamment. C'était assez satisfaisant puisqu'on avait vraiment pile poil la bonne cible. On filtrait le petit merlan de taille commerciale 40 et sous taille bien sûr. Un petit peu sur les pélagiques, donc le maquereau dans une moindre mesure, mais aussi la sardine. Bon, dans l'ensemble, c'était pas une différence très franche ni très nette. Donc ça on peut l'expliquer, donc là finalement je pensais qu'on verra un peu mieux sur le petit gif animé, mais je ne sais pas si on voit très bien, mais là on a la vidéo qui est la caméra qui est placée sur le dessus du gorget, et en fait on voit le poisson qui navigue, qui se balade, qui a toute la place qu'il souhaite. Ici c'est du maquereau à l'image, et donc ça expliquerait les différences peut-être moins nettes que sur un chalut à plus petite ouverture verticale où là le poisson est beaucoup plus oppressé, s'échappe davantage. Voilà pour l'Azur. Et donc maintenant je vais vous présenter les résultats donc de l'écume des jours. Benoît en dira un mot, je vais lui laisser la parole ensuite. Donc on est sur les mêmes, vous voyez, les mêmes zones de pêche d'après la carte, sur les mêmes espèces d'intérêt. Et en revanche là on a un dispositif sélectif un peu différent. Donc, qui a été beaucoup motivé par le patron de l'écume des jours, Dominique Thomas aussi, qui a beaucoup participé aux discussions, et qui se disait pour éviter les pertes sur l'encornet, ce serait intéressant d'avoir en fait une rallonge. Donc c'est un peu technique, mais d'habitude les rallonges sur ces chaluts-là sont constituées en 2 phases, c'est-à-dire qu'on a une phase de dessus et une phase de dessous à la fin du chalut qui sont collées l'une sur l'autre. Donc ça forme une forme un peu en ballon de rugby, si vous voulez. Quand ça s'ouvre, et là lui disait est-ce qu'on rajouterait pas des faces sur les côtés pour essayer d'avoir un meilleur cône et d'avoir à la fin du chalut vraiment un cylindre dans lequel l'encornet filerait directement au fond du chalut, et en pariant sur le fait que le merlan aurait plutôt un comportement à s'échapper vers le haut et continuerait de s'échapper par en fait de la maille carrée qui a été fixée sur la face supérieure, donc sur le dessus de la rallonge et aussi sur le dessus du gorget. Donc là on a changé un peu le maillage, on est passé sur du 80 mm.
parce qu'on a observé en criée, en faisant des tests, en passant du poisson dans les mailles, que le 90 était un peu élevé. Et donc voilà, on a eu des résultats, on va dire, bon, dans l'ensemble assez francs. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on a une diminution des rejets sur quasiment toutes les espèces cibles. Aussi bien de l'aigle fin, du merlan, du maquereau, aussi sur plein d'autres espèces comme le taco. Par contre, on a des pertes commerciales, notamment sur le merlan, qui sont assez franches. C'est-à-dire que jusqu'à la taille 2 commerciale, qui correspond à environ des merlans autour de 40 cm, qui sont déjà des beaux individus, on a de la perte, quoi, qui va de moins 50 à moins 20% selon la taille. Et donc voilà, on a aussi un peu de perte sur l'encornet, mais c'est dur de juger parce que finalement on n'a pas eu l'abondance qu'on espérait, on était un peu en retard sur les tests. Et bon, sur le Roger Barbet, il y a quand même des pertes. Voilà. Bon, je vais laisser un peu la parole à Benoît pour dire ce qu'il a pensé du matériel, peut-être au niveau technique, comment ça fonctionnait. Bonjour à tous. Donc on a essayé, c'était au mois de mars, donc la fin de saison sur l'encornet, donc on n'a pas pu avoir beaucoup de résultats comme disait Gaël sur l'encornet. Par contre, on constate sur le merlan et sur les autres espèces qu'on cible que c'est trop efficace en fait. On perd trop de commercial et on a pu s'apercevoir surtout au niveau du cul à 4 faces que lorsqu'on vire, le cul est ouvert en grand et les mailles sur les côtés laissent échapper énormément de poissons. Donc le cul à 4 faces déjà est un peu à éliminer dans les idées qu'on a proposées. Après, se rendre compte de la maille carrée à 80, placée comme elle était, et étant donné qu'on avait fait aussi des modifications sur le cul, c'est difficile de se rendre compte. Donc là, on repart sur un projet avec de la maille, du T90, mais en gardant un cul de face, pour voir l'efficacité du dispositif réellement et pour pouvoir juger si ça vient bien du cul ou des mailles carrées qu'on a mis. Oui, et puis pour rebondir sur ce que dit Benoît, c'est que on va donc mener d'autres tests en se disant que le T90, puisqu'on est déjà sur du 90 mm, au niveau réglementaire, c'est un peu compliqué de passer en dessous le 80 mm, même si là, au niveau des résultats et des différents tests en criée qu'on a pu faire, ça pourrait justifier pour avoir vraiment une taille de sélection du merlan qui serait appropriée. Mais du coup, on a préféré essayer de tester le même panneau, finalement, donc d'éliminer le 2 faces, puisque ça paraît pas forcément concluant. Le 4 faces, pardon. Et donc on doit passer sur 2 faces. Et puis le T90, qui, bon, d'après les tests qu'on a fait en criée, en passant du poisson dans les mailles, à maillage équivalent, sélectionnerait quand même un peu moins en taille le merlan. Donc voilà, l'idée c'était d'essayer de sélectionner un peu moins en taille avec le même dispositif. Et puis là, on était sur des culs de chalut en 100 mm et on va essayer de passer sur des culs en 80 purement pour essayer d'avoir davantage d'encornet dans la poche pour vraiment avoir du matériel pour comparer. Voilà. Ok, donc on va laisser la parole à Thomas et Thierry pour présenter les projets Redresse et Surtine. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter ces deux projets, le projet Redresse et Surtine, donc ont comme origine commune l'obligation de débarquement qu'a présenté Marion au début. Donc tout d'abord le projet Redresse en quelques mots. Donc c'est un projet qui était initialement prévu sur 2 ans et puis qui finalement s'est étalé sur 4 ans et donc qui se terminera à la fin de l'année. Donc il a été étendu dans le temps parce qu'il restait du travail à faire et il restait du budget. Le budget donc de 1,1 million d'euros est donc projet financé par France Filière Pêche, Ifremer et les régions de la façade atlantique, donc la région Bretagne, Pays de la Loire et la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, l'objectif général de ce projet-là, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est le même que c'est à l'image des 2 autres projets qui nous ont été présentés. Donc c'est trouver des solutions concrètes pour réduire les rejets, les captures indésirées. Et donc dans ce projet-là, la zone d'étude c'est le golfe de Gascogne. Et donc on s'est intéressé à cette problématique-là de capture indésirée sur les chalutiers de fond, les chalutiers pélagiques, les seineurs danois et les fileyeurs. Pour chacun de ces métiers, on a fait des enquêtes sur l'ensemble de la façade, des ateliers de travail participatifs avec les scientifiques et les pêcheurs, pour essayer de déterminer l'ensemble des solutions
techniques et ou stratégiques qui pouvaient permettre de réduire les rejets, et quand il y en avait et quand elles étaient pertinentes, d'aller les tester en mer, quoi. Et donc c'est sur le métier du chalutage de fond qu'on a fait le plus d'expérimentation en mer. Et donc c'est sur on va présenter un exemple sur ce métier-là. Mais on a aussi travaillé sur le chalutage pélagique, on a travaillé sur quelques solutions technologiques, sur des solutions acoustiques, et on a commencé à essayer d'ébaucher la sélectivité sur le métier de la Seine danoise, qui est un métier voilà, qui ne réagit pas de la même manière que le chalutage de fond sur la sélectivité. Voilà. Et dans le cas du filet, suite à l'ensemble des ateliers de travail et des enquêtes qui ont été faites, il s'est avéré qu'il n'y avait pas vraiment de solution technologique à mettre en œuvre pour la réduction des captures indésirées des espèces sous quota. Voilà. Donc suite à l'ensemble de ces ateliers de travail, de nombreux dispositifs ont été retenus pour le chalutage de fond, à la fois pour le métier du poisson et à la fois pour le métier de la langoustine. Avec, à chaque fois, on s'est intéressé aux espèces cibles. Donc, c'est noté ici sur les différents schémas. Donc, on n'y voit pas grand-chose, mais pour l'ensemble de ces métiers, on a testé une quinzaine de dispositifs. Alors sur le métier de langoustine, par exemple, des fois, l'objectif du dispositif, c'était de faire échapper le poisson capturé en même temps que la langoustine. Et pour d'autres dispositifs, l'objectif, c'était de diminuer les captures indésirées de langoustine. Voilà. Donc je vais prendre un exemple qui est une grille semi-rigide pour améliorer la sélectivité sur la langoustine, qui a été testée à la fin du projet Redresse. Du coup, cette grille semi-rigide, c'est une idée qui est un peu ancienne. Elle avait déjà été testée dans les années 2008-2009. Et du coup, elle avait montré son efficacité en termes de réduction des rejets. Mais par contre, il y avait à l'époque, elle était en un seul morceau, et rectangulaire à un seul morceau, et elle posait d'importants problèmes lors des manœuvres de filage et de virage, et du coup, elle était dangereuse pour les équipages et ça fonctionnait pas bien. Et en plus, elle n'était pas très durable dans le temps, elle avait tendance à casser, et du coup, il fallait continuer à travailler sur le sujet. Donc c'est ce qui a été fait en 2016. Et donc cette année, on a cette année-là une grille donc, qui est comme présentée sur cette photo-là. Donc c'est une grille pliante et en 6 morceaux qui a été testée, et également elliptique, qui permet d'avoir un montage qui soit plus proche de la... Enfin, le côté elliptique permet de mieux s'adapter à la rallonge, et le côté pliant permet de s'affranchir des problèmes d'ergonomie à bord. Et donc on a eu des très bons résultats sur ces premiers essais en 2016, avec pour la langoustine donc une réduction des rejets de l'ordre de 40% à peu près, et cependant une légère réduction des débarquements de l'ordre de 10%. Donc voilà. Mais comme on le voit sur le schéma en haut à droite, on a des réductions qui sont assez systématiques. En fait, ce système de barreaux permet vraiment de trier de manière assez nette la langoustine. C'est ce qu'on voit également sur le graphique en bas à droite, où en rouge on a les captures du chalut standard, et en bleu les captures du chalut sélectif. Et donc on voit finalement toute la partie rouge, enfin tous les barres ici rouges qui correspondent aux langoustines en dessous de la taille commerciale. Donc toutes ces langoustines-là sont les langoustines qui se sont échappées par le dispositif sélectif. Donc voilà, et comme je le disais tout à l'heure, du coup on a un dispositif qui semble efficace, et on s'est affranchi de tous les problèmes d'ergonomie à bord. Donc on est sur un dispositif qui est assez prometteur. Mais par contre, il reste encore des améliorations à apporter sur la conception de la grille et sur le matériau de la grille, parce que les matériaux utilisés
lors des tests en 2016, n'ont pas montré, se sont dégradés assez rapidement et du coup on n'arrive pas à un produit fini durable. Et donc on a des tests en cours pour continuer à travailler sur ce sujet-là. Donc en lien avec l'obligation de débarquement, effectivement, il y a eu tout un travail fait pour trier, améliorer la sélectivité, donc plus trier sur le pont. Et du coup, je vais laisser la parole à Thierry Evin pour parler aussi de l'ensemble de l'amélioration des pratiques qui ont été faites à bord des chalutiers sur ces captures indésirées. Ouais. Bon, bonjour. Ouais, alors je vais attaquer comme ça sera en lien. Ce sera surtout pour revenir sur le panneau de Mike que j'ai rajouté au-dessus de mon panneau à Merluchon, dit Merluchon pour nous. C'est vrai que pour nous, ça a été assez primordial, pas non seulement pour le rejet. Nous, aux langoustines notamment, alors c'est vrai que nos chaluts ont beaucoup moins d'ouverture, donc automatiquement, le poisson va plus s'attaquer à la toile de dos. Et nous, on a un problème, c'est que au niveau du merluchon, merluchon, on n'a pas le droit d'avoir plus de 20% de cette espèce-là à bord. 20% de la quantité, c'est-à-dire que si j'ai 100 kg de marchandises, du merlan, un peu de lodasol, si j'ai 100 kg, on va dire en tout, j'ai pas le droit de plus de 20% de merluchon, toute taille confondue. Donc ce panneau-là a permis surtout de laisser échapper un peu plus de petits merluchons, et notamment ça s'arrêtait à 33 cm à peu près, c'est-à-dire qu'à partir de 33 cm, il restait dans le chalut. Donc en fin de compte, on pouvait garder, si on atteignait nos 20% de merluchons, ça nous faisait garder une taille plus propre que si on avait 20% à 30 cm. Là, on pouvait avoir du poisson plus fort, donc plus valorisé. Ça a été déjà le point positif de ce panneau. Et quand j'entends mes collègues, là, ça me fait surtout dire aussi que chaque espèce, chaque pêcherie, chaque bateau fera partie de la complexité de mettre en œuvre tous ces moyens de sélectivité. C'est-à-dire que même sur un même métier dans le golfe de Gascogne ou en langoustine, on va avoir des bateaux de 12 mètres jusqu'à 21 mètres, enfin 20 mètres 60 exactement. Et du coup, on se retrouve dans une complexité de trouver un engin sélectif pour de multi-espèces en plus, histoire de compliquer la chose. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, on a cherché à faire un panneau pour sasser le merluchon. C'était pour une espèce, donc ça a été relativement facile entre guillemets. Quand on a travaillé pour la langoustine, ça a été relativement facile parce qu'on s'est concentré sur la langoustine. Aujourd'hui, on parle de rejets. Les rejets, c'est des espèces sous quota. Donc une lotte ne réagit pas comme la langoustine, ne réagira pas comme un merlan, et ainsi de suite. Donc on ne trouvera pas un outil. Le parfait n'existe pas. Et je ne veux pas dire que c'est impossible, mais en fin de compte, le but, c'est de s'en rapprocher un petit peu. Et après, donc je vais rebondir un peu sur ce terme-là, c'est que le but, c'était de créer une boîte à outils. La sélectivité, en fin de compte, c'est de créer une boîte à outils. Après, le gars voudra surtout, pour ne pas que ça ne devienne obligatoire, ça, enfin, en tout cas, moi, c'était mon vœu, parce que les obligations, ça va un petit moment, mais à force. Mais là, que chaque pêcheur aille prendre l'outil qui l'intéresse le plus. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va peut-être pas forcément intéresser mon collègue de gauche ou de droite. Donc, en fin de compte, c'est d'avoir multi-outils et que chacun aille le prendre ou pas. Si le gars est assez bon pour pêcher le rejet, tant mieux pour lui. Donc voilà, ça, c'était pour la partie sélectivité. Donc pour moi, le panneau à maille carrée marche pas trop mal pour mon métier à moi. Et du coup, on peut... cette année, j'ai pas été obligé de travailler beaucoup avec celui-là parce qu'on n'a pas pêché beaucoup de merluchon. Donc voilà le but de ce programme-là, surtout aussi de dire on met pas ou on choisit. Ensuite, pour la langoustine, là, je reviens sur la survie langoustine. Donc à partir de cette année, les bateaux ont eu obligation de mettre des goulottes, des glissières. En fin de compte, le but, c'était de rejeter le plus vite fait possible à l'eau une matière vivante. On a été exempté de considérer la langoustine, parce qu'à la base, elle était quand même considérée comme matière rejet, la langoustine. C'est-à-dire que toutes les langoustines, petites ou pas, devaient être ramenées à terre pour être détruites. Donc c'était quand même une assez grosse aberration de nos politiques, enfin de ceux qui décident. Et du coup, une obligation a été mise en place pour chaque bateau qu'on licence langoustine Golfe de Gascogne adapte son mode de triage avec un rejet rapide et efficace. Donc, comme la plupart des bateaux ont des tables maintenant, c'était d'adapter une goulotte, une glissière ou un système, mais de mise rapide à l'eau. Alors, c'est une chose qui est obligatoire cette année. Moi, j'ai ça depuis 2006. Pour moi, c'était inconcevable de trier et de piétiner la matière qui me fait vivre et de la remettre crevée à l'eau et écrasée. Donc, moi, depuis 2006, je n'ai pas attendu que l'Europe nous emmerde, excusez-moi l'expression, mais j'ai mis ça en place
Et pour moi, c'était inconcevable en tout cas. Donc, depuis 2006, j'ai ça. Aujourd'hui, c'est obligatoire pour les bateaux. Je ne veux pas me faire que des amis, mais je pense qu'avec un peu de bonne volonté, tout s'adapte sur chaque bateau qui travaille dans le golfe de Gascogne. Donc, après, quand j'ai mis ça en 2006, moi, c'était juste pour mon côté, je vais dormir tranquille. Au moins, je fais tout pour que les matières vivantes repartent à l'eau. Mais quand je prends les stats et que je vois que sur un standard, sur un scénario standard, d'ailleurs de rejet à l'eau, donc en tri classique, on met sur le pont et on s'en débarrasse quand on a fini notre boulot, on est à peu près à 36-37 de taux de survie. Et quand on le remet rapidement, les stats sont à un peu plus de 51%. On a gagné 15% de survie, 15% d'état de survie sur langoustine. Donc je me dis que 15% multiplié par le nombre de coups de chalut, multiplié par le nombre de bateaux, et que c'est pas négligeable quand même au bout du compte. Et puis si le stock augmente, peut-être que c'est à effet de cause grâce à ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu des choses, si ça te va. Si ça vous va. Voilà, merci. Merci Thierry pour cette conclusion, ce travail sur la notion de boîte à outils. Et je voulais juste aussi vous présenter du coup le travail qu'on a fait dans Surtine. Donc pour évaluer justement la survie des captures indésirées de langoustines, parce que du coup dans le cadre de l'obligation de débarquement, comme l'expliquait Thierry, il y a une obligation de ramener l'ensemble des captures indésirées sous quota, sauf celles qui ont un taux de survie considéré comme élevé. Et du coup, pour cela, on a, en partenariat avec les professionnels, on a réalisé une nouvelle étude au standard scientifique européen, entre guillemets, pour évaluer le taux de survie de ces captures indésirées. Donc avec les deux scénarios de tri comme évoqué par Thierry, le scénario standard, donc sans goulotte, et le scénario dispositif, donc on simulait l'utilisation d'une goulotte. Donc l'idée, en fait, c'était de récupérer des langoustines qui auraient dû être rejetées et de simuler un retour à l'eau en utilisant des viviers immergés dont la température a été réglée à 11 degrés, qui est la température du fond de l'eau sur les zones de pêche à langoustines. Et du coup, on a réimmerger ces langoustines dans des viviers, donc à bord du navire, et à terre dans les viviers tels qu'ils sont représentés ici. Chaque langoustine était dans une caisse, dans une petite alvéole identifiée dans des caisses. Et tous les jours, pendant 14 jours, on a suivi l'évolution de la mortalité ou de la survie de ces langoustines. Et ça à 3 saisons, printemps, été, automne. Et du coup, donc, et on est arrivé aux résultats suivants, qui sont, comme le disait tout à l'heure Thierry, environ 37% de survie après 14 jours pour le scénario standard, et donc une amélioration de 15% par le dispositif sélectif, avec un taux de survie de plus de 50%. Donc du coup des résultats intéressants qui ont permis d'obtenir une exemption à l'obligation de débarquement pérenne pour la langoustine. Donc voilà, et simplement donc en guise de conclusion sur les améliorations en lien avec l'obligation de débarquement sur la pêcherie langoustinière. Donc on a essayé de travailler sur l'ensemble des paramètres. Donc d'abord trier sur le fond pour ramener le moins de captures indésirées. Ensuite améliorer les conditions de retour à l'eau des langoustines. Et ensuite évaluer la survie des rejets de langoustines pour pouvoir argumenter une exemption à l'obligation de débarquement pour que ces langoustines puissent retourner à l'eau et réabonder le stock plutôt que d'être débarquées sur les quais à terre. Et du coup, alors en termes de conclusion un peu plus générale sur l'ensemble des projets, et pour compléter ce qu'a dit Thierry tout à l'heure, du coup, on voit que l'amélioration de la sélectivité, on voit qu'il y a un potentiel de réduction. L'ensemble des dispositifs, globalement, ont tendance à réduire les rejets d'une manière générale, le benthos, etc. Mais la technologie des pêches ne permettra pas de supprimer totalement les captures indésirées. Ça, c'est bien clair. On est dans un niveau de raffinement, etc. On a déjà une sélectivité qui est mise en place.
Comme le disait Thierry tout à l'heure, on est sur des pêcheries multispécifiques avec des espèces qui ont des tailles différentes, qui ont des comportements différents. Et du coup, ça sera pas possible de supprimer totalement les rejets via la sélectivité. Cependant, effectivement, il y a certaines évidences. Je pense que la plus flagrante, c'est l'exemple du T90 en mer Celtique, tel que présenté tout à l'heure, avec des diminutions de capture indésirées, notamment sur le sarzotin sanglier, là, qui sont assez impressionnantes. Et d'autres dispositifs qui, au cas par cas, sont mis en place par les professionnels. Donc l'exemple du gorget maille carré 90 mm mis en place par le Quentin Grégoire, ou d'autres dispositifs dans le golfe, un cylindre maille carré avec des boules dispersives, etc. Donc voilà, mais effectivement, donc la sélectivité, c'est des solutions techniques, il y a des solutions, mais qui doivent être mis à l'épreuve de la réalité de terrain, de la complexité des pêcheries et de leur diversité, quoi. L'ensemble des résultats de ces projets doivent être vus aussi comme une transition d'une obligation de moyens vers une obligation de résultats, et avec toute cette notion de boîte à outils dont parlait Thierry tout à l'heure, sur lequel je ne vais pas revenir, mais vraiment c'est important que finalement il y a quasiment un dispositif sélectif pour chaque pêcheur en fonction de ses zones de pêche, de l'espèce qu'il cible, etc. Donc voilà, et du coup il est important que chaque pêcheur puisse adopter ce dispositif sélectif en fonction de son activité et de ses contraintes. Voilà, et je vais laisser du coup un dernier point de conclusion à Gaël. Donc en complément de ce que disait Thomas et Thierry aussi, notamment sur le fait qu'il faut laisser aux professionnels le choix dans les dispositifs, le choix dans la manière de diminuer les rejets. Je voulais dire un mot en fait sur le fait qu'actuellement il y a une grande réforme européenne sur la réglementation qui régit en fait l'usage des engins de pêche et des maillages en fonction de différentes pêcheries. Donc tout ça c'est très réglementé au niveau européen, et justement ces programmes de sélectivité, je pense qu'ils sont importants à utiliser, non pas pour dire voilà, on a un dispositif unique qu'il faut fixer pour tout le monde, mais que nous en tant que professionnels on a une fenêtre de tir, je pense, pour participer activement à la discussion et dire voilà, nous on a testé vraiment plein de choses là. Quand on voit tout ce qu'on a déroulé aujourd'hui, on a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Et dire aux législateurs, l'important c'est vraiment que vous laissiez le choix pour chaque pêcherie de l'usage de tel ou tel dispositif. Peut-être un peu comme ça se fait pour la langoustine, où finalement il y a 4, si je ne dis pas de bêtises, il y a 3 ou 4 dispositifs qui sont donnés au choix. Et voilà, dire par exemple pour la Manche Ouest, quand vous ciblez le merlan, vous pouvez utiliser soit de la maille carrée en 80, soit du T90 en 80, avec aussi des règlements bien précis sur la taille de ces différents dispositifs, et vraiment qu'ils puissent avoir un choix pour s'adapter en fonction des pêcheries. Voilà, et je pense qu'il faut que nous on utilise ces résultats dans ce sens-là, toujours en accentuant vraiment sur la notion de choix et de boîte à outils. Voilà, donc c'est fini pour la présentation. Je vais inviter Pascal Larnaud, donc technologiste des pêches à l'Ifremer de Lorient, qui a été partenaire des 3 programmes, à nous rejoindre. Je ne sais pas s'il voudra rajouter quelque chose. Et puis sinon, si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Pascal, t'as rien à rajouter? Non, je ne peux que conforter tout ce qui a été dit. J'ai rien de plus à dire. En plus, on a un peu fait toutes ces présentations ensemble. On a travaillé quand même pas mal de temps, enfin ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus, sans parler de tous les travaux précédents qui avaient été faits avec les uns et les autres. Thierry parlait depuis 2008 et avant encore, on a fait vraiment beaucoup de travaux sur la sélectivité. Donc effectivement, cet aspect vraiment de boîte à outils est très important, quoi. On montre, et en plus je dois dire qu'on est intervenus aussi tous les deux avec Thierry, ça on peut dire ça, oui, quand même aussi. On est intervenus tous les deux à Bruxelles dans le cadre de la commission pêche, c'était juste avant nos élections présidentielles, je m'en souviens encore. Et c'est vrai que on a montré ces résultats, on avait très peu de temps, un petit quart d'heure, quoi. On a montré nos résultats, il y avait des gens de tous les pays européens qui étaient là, des pêcheurs, des représentants de pêcheurs. Et sincèrement, je pense que tu pourras confirmer, mais on a présenté quelque chose de positif, quoi. On voit bien, on a des résultats, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. On a présenté quelque chose quand même on a été perçu comme très positif.
alors que d'autres disaient faut tout arrêter, les rejets on n'y arrivera pas, on a perdu les pêcheurs. Moi ma conclusion elle a été de dire non, je ne pense pas qu'on ait perdu les pêcheurs. On travaille ensemble. De toute façon, vous avez parlé d'ateliers. C'est vrai que tous les projets que l'on a fait là, on les débute par des ateliers. Je disais ça à des journalistes ce matin qui venaient au bassin d'essai à Lorient. Mais tous ces ateliers débutent par des ateliers que l'on fait en commun. On fait un état de l'art, on dit voilà ce qui a été fait chez nous, mais aussi chez nos collègues étrangers, partout dans le monde. Et on décide ensemble, chacun apporte des idées, les pêcheurs apportent des idées. Thierry, en cours de projet, dit moi je testerais bien un grand panneau de mailles carrées, etc. Et même chose pour vous. Enfin, on discutait tout à l'heure de dispositifs encore à optimiser. Voilà, ça se fait ensemble. Et évidemment, ça se fait ensemble si on veut avancer. Mais c'est vrai que on a quand même des résultats. J'espère que l'Europe les écoutera. Et effectivement, ne rien imposer, quoi. On a le pêcheur est quand même de plus en plus responsable. Tout n'est pas parfait, mais enfin vous l'avez entendu. Enfin moi, ça me fait plaisir d'entendre des commentaires comme ça. Ils sont pas tout seuls en plus. Hein, mais quand on dit, moi je pars avec le dispositif ou je vais partir avec deux j'ai un autre, la grille que tu présentais, la grille à lot. Faut qu'on trouve un protocole pour qu'il puisse. C'est pas encore légal, on va dire. Il faut qu'il puisse partir. Il veut partir avec 2 grilles à lot. Tu disais tout à l'heure, je veux partir avec deux chaluts en T90. Voilà, ça va tirer. Ça tire la profession, mais effectivement, je pense qu'il faut absolument, ça ne sera pas forcément facile, mais il faut absolument ne rien imposer, laisser le choix aux professionnels qui, il y a des tas d'arguments, des arguments économiques, et puis bien sûr, la qualité, on a parlé de qualité, et puis bien sûr, atteindre ce rendement maximal durable, qui est toutes nos pêcheries, la pêcherie européenne, les pêcheries européennes sont gérées au rendement maximal durable, hein, donc pour trouver ce niveau maximum d'exploitation. C'est partout pareil dans le monde, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, tout le monde gère au rendement maximal durable. C'est l'autre grand critère de la PCP, de la nouvelle PCP de 2013, qui est plus nouvelle, on va dire, mais obligation de débarquement, rendement maximal durable. Et on a de plus en plus de stocks qui sont au rendement maximal durable. Pour plein de raisons, l'effort de pêche a beaucoup diminué, mais la sélectivité, évidemment, a contribué à ça aussi, quoi. Donc on est vraiment dans une dynamique de progrès. Et effectivement, il faut qu'au cas par cas, les pêcheurs aient le choix. Et en plus, Thierry ou les uns ou les autres ne partiront pas en fonction de la période de l'année avec le même chalut, le même dispositif. Donc il faut vraiment laisser ce choix-là. Et j'espère que nous serons tous entendus à ce niveau-là. Merci. Merci Pascal. Je vais juste dire un mot sur ce qu'a dit Pascal. C'est vrai que j'avais oublié un point, c'est que finalement, un des résultats du projet, pour nous en tout cas, ça a été qu'il y a eu en fait un peu une rencontre avec les scientifiques. Historiquement, c'est vrai qu'en Bretagne Nord, on côtoyait beaucoup l'Ifremer pour la coquille Saint-Jacques, par exemple, etc. Mais le fait d'avoir une rencontre avec les scientifiques, en particulier de l'Ifremer, qui viennent à bord, qu'il y ait des discussions sur les engins de pêche, c'était une très bonne surprise. Je trouvais qu'il y avait des bons échanges. Il y a eu des patrons qui voulaient revenir au bassin pour tester des choses sur leur chalut, en dehors de la sélectivité, etc. Donc voilà, c'était en fait le dialogue scientifique-pêcheur, c'était presque un résultat sur notre projet là-dessus. Je crois que cette fois c'est bon. Merci à tous d'avoir été présents.